Et si les Russes étaient en train de changer de stratégie. De nombreux experts ukrainiens dissèquent et analysent leurs mouvements sur le front. Il y a un des meilleurs observateurs ukrainiens qui s'appelle Kostianty Machovets qui affirme, lui, que l'armée russe serait sur le point de renouer avec une vieille tradition militaire soviétique. La théorie de la bataille profonde. De quoi parle-t-on? Pour quels résultats sur le terrain? On va voir ça avec vous tout de suite, Emma Barrier. Eh bien oui, d'après cet observateur ukrainien, les forces russes seraient en train d'essayer, tant bien que mal, de remettre au goût du jour une stratégie historiquement connue, celle des opérations en profondeur. Pourquoi je dis tant bien que mal? Eh bien parce que toujours d'après Konstantin Machovets, les forces ukrainiennes empêcheraient pour l'instant l'armée russe de mettre en place cette stratégie. Alors revenons sur cette tactique. Il s'agit d'une doctrine militaire soviétique qui a été développée dans l'entre-deux-guerres et qui a été soutenue par Staline. Elle a notamment été théorisée par Mikhail Tukhachevsky, un militaire russe connu pour être un fin stratège. Cette théorie a ensuite été codifiée dans le livre d'instructions de l'armée rouge en 1936, puis mise en pratique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce type d'opération vise la destruction des forces ennemies sur la ligne de contact, mais aussi et surtout en profondeur dans le champ de bataille. Pour cela, les armées utilisaient aussi bien l'artillerie que les attaques contre l'arrière, les frappes aériennes ou encore les attaques frontales. Historiquement, on connaît très bien la Blitzkrieg. Eh bien, la théorie des opérations en profondeur est née encore avant. Contrairement à la tactique allemande, qui vise à encercler très localement l'ennemi, cette stratégie russe, elle veut plutôt créer un vrai choc opérationnel durant lequel il faut détruire toute l'organisation et la cohésion du système ennemi. Ce choc opérationnel, qu'on appelle l'Oudar, qui veut dire un coup en russe, eh bien, il s'inflige en cumulant 3 aspects. Le premier, géographique. Il faut d'abord viser l'ennemi dans sa profondeur opérationnelle pour détruire ses lignes de communication et de ravitaillement. Le second, chronologique. Il faut s'attaquer à la fois au front et à l'arrière, en même temps, pour détruire les interactions entre les deux. Et le troisième, cognitif. Il faut cacher ses intentions avec d'autres opérations. C'est ce qu'on appelle la maskirovka ou l'art de la désinformation militaire. 2 exemples. En 1944 et en 1945, l'opération Bagration en Biélorussie et l'opération Mandchourie sont considérées comme des mises en pratique de cette bataille profonde, toutes 2 réussies. Aujourd'hui, les principes de cette tactique peuvent encore s'appliquer dans des guerres modernes et en particulier dans la guerre Russie-Ukraine. Mais actuellement, les capacités russes seraient trop limitées, par exemple pour mener des tirs de contre-batterie ou encore cacher à l'adversaire ukrainien la concentration de ses forces, d'autant plus que de l'autre côté, les forces ukrainiennes seraient suffisantes pour empêcher une telle attaque en profondeur, notamment grâce à l'aide militaire fournie par l'Occident. Mais à moyen terme, eh bien, les avantages de l'Ukraine pourraient être conditionnés à des aides supplémentaires de la part des États-Unis et de ses autres partenaires. Merci beaucoup, Emma, pour toutes ces précisions. Alors, vous avez 2 fans, chère Emma, sur ce plateau qui ont acquiescé pendant cet exposé militaire. Je vous laisse la parole en premier sur cette technique en profondeur. Pour le coup, je laisserai la parole au général après, mais clairement, la question de la volonté et les moyens sont très différentes. C'est-à-dire, peut-être c'est leur volonté vieille tactique qui n'est pas très étonnant, mais très clairement, les moyens qu'ils ont ne suffisent pas pour accomplir leurs objectifs, en tout cas de cette façon. Et je dirais, la deuxième chose, ancienne tactique, soit, mais aujourd'hui, on a aussi, avec en plus l'aide des Occidentaux, beaucoup plus de moyens techniques pour savoir où ils sont, enfin pour positionner, pour avoir des renseignements, comme on parlait pour... Ah oui, on l'a vu sur les bateaux, notamment en mer Noire. Voilà. Mais c'est valable aussi sur Terre? Mais bien sûr. Donc on a parlé des AWACS, on a parlé des renseignements que les Occidentaux peuvent fournir aux Ukrainiens. La transparence du champ de bataille. Oui, c'est ça. Généralement, c'est ça qu'ils sont en train de faire, la bataille de la profondeur. Cette théorie, c'est ce qu'ils essayent de faire ou pas du tout? C'est ce que nous dit cet observateur ukrainien. Qu'il essaierait de le faire au bout de 2 ans, c'est un peu lent. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais été très surpris déjà que les voies ferrées n'aient pas été détruites, que les voies de communication routières n'aient pas été détruites. Elles ne sont toujours pas. À ma connaissance, vous parlez, c'était quand, il y a 2 jours, des 30 km de wagons en zone de défense, mais ça pourrait être détruit par de l'aviation. Donc il y a quand même des questions qu'on peut se poser s'il y a effectivement des capacités de feu dans la profondeur, que ce soit par des missiles, que ce soit par des avions, que ce soit par des tirs d'artillerie.
on ne comprend pas que toutes les voies de communication ukrainiennes n'aient pas été détruites pour empêcher l'avancée des troupes ukrainiennes. Donc là, mais c'est un problème que j'ai depuis 2 ans. Je n'ai toujours pas compris comment ça peut encore être le cas. Donc quand on parle effectivement de tactique, a priori, elle est peut-être nouvelle, mais au moins, celle-là, elle n'était pas appliquée et elle était ancienne. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça. Et Tukhachevski, il faut quand même le rappeler, c'est la petite histoire quand même, il a été éliminé par Staline en 1937 avec une centaine de généraux et c'était le plus grand maréchal soviétique. C'est lui qui effectivement a remis en avant l'armée soviétique, qui l'a mise en état de combat. Et le fait que tout l'état-major a été décimé par Staline a fait que ça a rendu la chose facile pour les Allemands en 1941. Il n'y avait plus de commandement face à eux et plus de gens brillants. Et finalement, aujourd'hui, la question peut-être pour la Russie, c'est de trouver de ces généraux brillants ou ces amiraux qui permettraient finalement de retourner la vapeur. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et moi, je reviens. La tactique, on la connaît parce que finalement, toutes les armées la pratiquent. Si on veut casser la ligne de front, il faut casser l'arrière, nous le savons bien. Il faut du renseignement, il faut effectivement aussi de la propagande. On le redécouvre aujourd'hui, on l'avait un peu oublié, pour affaiblir la volonté de se battre. C'est aussi les déclarations sur des éventuelles négociations. C'est tout un ensemble, c'est une stratégie. Ce n'est plus de la Mais Elisabeth, à l'instant, parlait de moyens. Oui. Il faut aussi beaucoup de moyens, beaucoup plus conséquents que ceux dont disposent les Ukrainiens aujourd'hui. Les exemples qui ont été cités sont des exemples à l'époque où l'armée rouge était avec des millions d'hommes et puis une économie de guerre depuis en gros 4 ans. Donc là, il y avait les moyens derrière. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Non, tous les moyens militaires se sont dilués dans la bataille. Ils sont en train de plus ou moins d'être reconstitués. Mais même si on prend l'exemple du nombre de ressources humaines du côté russe, pour l'instant, on n'est pas plus de 400 000 hommes sur 1000 km de front, si je me souviens bien. Ce n'est rien du tout par rapport finalement aux millions d'Ukrainiens affichés en termes de mobilisation actuelle. Donc on n'est pas dans les millions d'hommes de l'Union soviétique capables effectivement de taper dans la profondeur, de pousser sur la ligne de front, d'infiltrer des saboteurs. On n'en est pas là. Et le problème, c'est peut-être aussi, comme vous le dites, 1200 km de ligne de front. C'est colossal. Oui, alors, ça ne frappe pas de partout, mais ça existe. En fait, la logique voudrait, mais ça, encore faut que ce soit possible, mais les Ukrainiens se battent bien, donc ça pose un petit problème du côté russe, c'est on occupe une partie du champ de la ligne de front avec des actions qui suscitent justement le blocage, la fixation des forces qu'on a vu à de nombreuses reprises dans cette guerre. Et puis à un moment donné, on distille effectivement la faiblesse, où là, après avoir frappé dans la profondeur, empêcher les renforts de pouvoir arriver, les munitions d'arriver, qu'on a bien identifié que la ligne de front elle était là, qu'on peut la détruire, et qu'on a pu amasser suffisamment de force. Regardez Advika. Advika, on l'estime à 40 000 hommes. On a dit pareil pour Kupiansk. C'est-à-dire, fait 40 plus 40, 80 sur en gros les 400 000. Mais il ne reste pas grand monde, finalement, sur 1000 km. Donc comment voulez-vous que cette stratégie soit applicable à la date d'aujourd'hui sur le terrain, avec les effectifs et les moyens connus ? Et je rajouterais les tentatives, on va dire, de taper dans la profondeur, que ce soit à Kiev pour taper sur des communications ou ailleurs, ont tout échoué. Ils ont pu frapper un peu, mais ça n'a pas coupé la communication, coupé les infrastructures nécessaires pour mener la guerre. Donc clairement, si c'est leur objectif, c'est un échec. Xavier ? Michel. Non, mais je crois que... Allez-y, Michel. Non, allez-y. Moi, je pense exactement comme le général, notamment sur les voies de communication. Ça m'avait frappé aussi, et notamment ce fameux train, vous savez, qui relie la Pologne à Kiev, qui est utilisé parfois par des présidents ou des premiers ministres pour les rendre visite à Volodymyr Zelensky et le soutenir, mais qui est surtout utilisé pour amener du matériel lourd vers le front de l'Est. Jamais ils ont réussi à taper, et si jamais ça se fait, c'est réparé extrêmement vite. Pareil, on voit depuis 3-4 semaines une montée en puissance de la production militaire ukrainienne qui commence à se réarmer d'un point de vue industriel pour produire du matériel. Sierski en a parlé... plutôt dans l'ouest du pays, à l'abri justement de l'artillerie notamment et des frappes en profondeur. Ça veut dire que les Ukrainiens ont remonté des usines, refabriquent du matériel, alors non pas compatible OTAN, mais plutôt compatible les deux. En fait, OTAN c'est compliqué parce qu'ils ont forcément exactement... non mais pour l'instant ils ont besoin de l'ex-pacte de Varsovie. Ils remontent des unités, les Russes essaient de les frapper, ils n'y arrivent pas. Ce sont ça, les frappes de missiles qu'on voit ces derniers temps, sont toujours ces tentatives-là. Ils n'y arrivent pas. En revanche, à l'inverse, ceux qui arrivent à frapper en profondeur, on en parlait tout à l'heure sur ce navire de débarquement, sur des sites de guerre électronique, de radar en Crimée, voire même en territoire russe, Belgorod et autres, ce sont les Ukrainiens pour le moment. Ils le font mieux que les Russes pour le moment. Beaucoup de dépôts également d'essence, de carburant. Les baisses de production, de stockage sont assez considérables. Ils ont fait, je crois que c'est entre 25 et 30%, mais les raffineries également sont la cible des Ukrainiens. À Novorossiysk,
ils ont frappé des dépôts de carburant qui, là, sont directement connectés avec le front. Parce que s'il n'y a pas de carburant, pour des chars qui consomment de 300 à 500 litres par heure, le char, il n'avance plus, tout simplement. On l'a vu aussi au nord de Kiev. C'est ce qu'a précipité la débâcle de l'armée nazie, d'ailleurs, notamment sur le front de l'Est. Comme quoi l'histoire se répète, faute de pièces détachées et de carburant. On va repartir sur le front, retrouver le reportage de l'une de nos équipes qui nous dit qu'il y a des Ukrainiens qui font de plus en plus appel aux femmes pour piloter ces appareils redoutables. Une façon, là encore, de pallier le déficit des soldats actuellement. Vous le savez, Marianne Kotonov et Eric Jossé ont pu suivre Yana. Elle a 22 ans, elle est pilote de drone kamikaze, on est dans le Donbass. Et le jour où notre équipe l'a rencontrée, elle était en compagnie de son commandant, à quelques kilomètres seulement du front, pour tester un nouveau matériel. Découvrez leur reportage. À l'horizon, à une trentaine de kilomètres, Adviivka. Au-dessus de nous, un MiG lâche un missile en direction du front. D'ordinaire, Yana et ses drones kamikazes opèrent dans la région de Donetsk. Aujourd'hui, elle et son commandant testent un nouveau matériel, une étape importante pour être le plus efficace possible sur le front. En fonction de la tactique adoptée par les Russes, on peut lancer seulement 7 drones FPV sur l'infanterie et les blindés. L'engin a une portée de 12 km et peut embarquer une bombe pesant jusqu'à 900 grammes. Les drones sont fournis par la brigade, mais aussi par des volontaires. On n'a jamais assez de drones. Beaucoup veulent devenir pilotes, mais peu veulent suivre la formation. Yana, elle l'a suivi, cette formation, pendant 3 semaines à Kiev, après avoir été d'abord secouriste sur le front. Un poste qui ne lui convient pas, elle préfère l'action. En fait, c'est quoi notre travail? On débusque l'ennemi et on l'explose. Dans sa famille, tous les hommes sont militaires. Mais pas facile de suivre cette voie quand on est une fille. Tous les centres de recrutement m'ont refusé. On me disait, tu es encore un enfant, vis ta vie, et en plus tu es une fille. Mais Yana s'accroche car elle sait pourquoi elle se bat. J'ai vécu 1 mois et demi sous l'occupation russe à Kherson. J'ai vu ce que c'était la paix russe. Je refuse de vivre comme ça. De retour dans son petit atelier, Yana prépare les bombes qui seront fixées sur ses drones. Quand la bombe est activée, j'ai 2 minutes pour faire voler le drone et même s'il s'accroche à quelque chose, la bombe n'explosera pas. Après 2 minutes, elle est activée et explose au moindre choc. Dans quelques jours, Yana retournera sur le front pour piloter ses drones avec le sentiment de tenir sa place dans cette guerre.